Le contrat d'assurance vie luxembourgeois est aujourd'hui un univers d'investissement qui est privilégié par les conseillers en gestion de patrimoine. On est dans une offre qui est totalement modulable, qui est totalement adaptable et dans lequel le champ des possibles est quasiment illimité. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de légendes. On a entendu beaucoup de choses autour de l'assurance vie luxembourgeoise. C'est pas pour moi, c'est opaque, c'est cher. C'est pour ces personnes qu'on voit à la télévision et qui sont dirigeants de sociétés et de multinationales et qui pèsent des centaines de millions d'euros. Non, c'est pas vrai. Il est aujourd'hui gommé du vocabulaire. Le contrat luxembourgeois, il est pas plus cher qu'un contrat français. Parce qu'il y a une totale transparence des frais et parce qu'il y a une totale modularité des frais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui dans un contrat d'assurance vie français. C'est vraiment un produit qui est unique en son genre en ce sens. Bienvenue en Secret d'investisseur, l'émission qui décrypte les meilleurs placements pour bien investir son épargne et gérer son patrimoine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un placement, d'une enveloppe plutôt, l'assurance vie luxembourgeoise, qui est en train de gagner beaucoup d'intérêt et qui a de nombreux avantages, qui est parfois assez méconnu du grand public, mais qui peut être très puissant, notamment en termes de protection de son épargne. Donc, on va essayer de faire un guide complet finalement de l'assurance vie luxembourgeoise, comment bien l'utiliser, bien choisir, que mettre dedans, à quoi ça sert, les avantages, les inconvénients. Et pour en parler, je suis avec Pierre-Alix Jean. Bonjour Pierre-Alix. Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Donc Pierre-Alix, tu es un expert finalement de l'assurance vie luxembourgeoise. Donc tu travailles chez Utmost. Est-ce que tu peux te présenter aussi donc votre activité autour de l'assurance vie luxe? Oui, bien sûr. Moi, j'ai rejoint le groupe Lombard International Assurance en 2016. C'était le nom historique, la signature sur laquelle opérait la compagnie depuis Luxembourg. Avant cette expérience, j'ai travaillé dans l'industrie de la gestion d'actifs et j'ai versé naturellement vers l'univers de la gestion de fortune, la gestion de patrimoine, en rejoignant le groupe Utmost maintenant depuis le début de l'année. C'est le premier acteur, c'est 120 milliards, c'est 200 000 clients, c'est 2000 collaborateurs, c'est plus de 15 bureaux. C'est vraiment devenu le premier acteur et l'acteur de référence dans cet environnement. Ok, super. Et juste pour bien qu'on dise tout, full disclosure, on est partenaire du coup avec S'Investir Conseil, le cabinet, donc on est partenaire pour distribuer l'assurance vie luxembourgeoise d'Utmost. Rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'assurance vie luxembourgeoise pour ceux qui nous écoutent? Comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de légendes. On a entendu beaucoup de choses autour de l'assurance vie luxembourgeoise. Je pense qu'il est très important de rapporter un premier point, c'est que les assureurs vie luxembourgeois aujourd'hui opèrent depuis le Luxembourg. Ils sont régulés à Luxembourg dans ce qu'on appelle la libre prestation de services pour pouvoir distribuer des enveloppes qui vont être capables de s'adapter au pays de résidence fiscale des souscripteurs. Cette notion de résidence fiscale, elle est extrêmement importante à 2 points. Le premier égard, c'est que les règles d'investissement vont être adapté en fonction du pays de résidence du souscripteur. Et le deuxième, c'est que la fiscalité va être la fiscalité du pays de résidence du souscripteur. Donc on va avoir un produit qui va être parfaitement adaptable au souscripteur au moment de son enregistrement, mais qui va être également un produit qui va être modulable dans le temps. Donc c'est une solution internationale, c'est une solution flexible, c'est une solution qui va protéger le souscripteur, mais je pense que tout ça, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc du coup, c'est transparent fiscalement et globalement, un résident fiscal français qui ouvre une assurance vie au Luxembourg, donc ça va être un contrat qui va se comporter fiscalement comme une assurance vie française. Exactement, c'est ça. C'est que la loi, la déclaration des revenus, des plus-values, il n'y aura pas de fiscalité qui va être appliquée à Luxembourg. Donc un client français, aujourd'hui, lorsqu'il fait une opération de rachat, lorsqu'il y a un dénouement, lorsqu'il rachète intégralement son contrat d'assurance vie, va avoir un IFU, un imprimé fiscal. Là, nous, on est agent payeur, donc on va aller payer la fiscalité en France. Si demain, ce souscripteur venait à évoluer, à déménager dans le temps, eh bien on va le détacher totalement de sa résidence fiscale française dans laquelle il était historiquement pour venir s'adapter aux règles locales du pays dans lequel il est adapté, avec des règles qui peuvent être plus contraignantes, mais qui peuvent être également plus souples en fonction de la résidence fiscale. Voilà, donc effectivement, ça peut être très intéressant pour des gens qui ont pour vocation à terme de s'expatrier, par exemple. Ce qui comptera, c'est pas finalement d'avoir le contrat au Luxembourg, c'est là où la personne est résidente fiscale. Exactement, Mathieu. C'est un des premiers piliers. Il y en a 3 à Luxembourg et ce premier pilier, c'était la portabilité du contrat. Alors, le contrat, il est portable, mais il n'est pas adaptable et il n'est pas adapté à toutes les juridictions. C'est là qu'il est important d'être bien accompagné par son conseil, mais également par son assureur pour s'assurer qu'à un moment, le contrat, il répond toujours aux règles fiscales, aux règles juridiques, que le contrat de mariage est bien adapté, que les clauses bénéficiaires correspondent au pays de résidence du nouveau souscripteur. Donc, il y a un réel audit qui est nécessaire avant d'avoir cette mobilité à l'international. Et parfois, la réponse, c'est que le contrat
lorsqu'on a une demande, est-ce que je peux aujourd'hui adresser un Français qui est résident aux US? Non, c'est pas possible. FATCA ne l'autorise pas. Le Canada, de la même manière. Le Japon, c'est compliqué. L'Australie. Donc, il faut quand même garder une réelle prudence lorsqu'on propose ces contrats. Ce que tu dis, donc, c'est qu'il y a 3 piliers. Donc, premier pilier, c'est la portabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer les 2 suivants? Si on les fait dans l'ordre inversement intéressant, à mon avis, aujourd'hui, c'est la portabilité. Certes, c'est vrai. Il y a une étude du BCG qui disait que 25% des grandes fortunes françaises allaient, d'ici 2030, déménager. Le fameux passeport pour soleil pour le Portugal, l'intérêt d'aller de manière temporaire en Italie comme on peut l'avoir aujourd'hui ou en Belgique. Finalement, nous, ce qu'on voit dans les produits qu'on vous proposez à vos clients, c'est qu'on va adresser essentiellement des cadres expatriés de grandes sociétés qui sont installés de manière temporaire. Je suis aujourd'hui cadre de chez Total, je vais aller travailler à Singapour avant de demain pouvoir aller à Hong Kong. Finalement, cette mobilité, on la voit relativement peu. Donc ce premier pilier, il est important, c'est bien, mais ce n'est pas le premier intérêt qu'on va avoir. Le deuxième intérêt, c'est le triangle de sécurité, ce fameux mécanisme, le super privilège. Le triangle de sécurité, c'est un mécanisme dans lequel on va avoir le régulateur, luxembourgeois, qui est le commissariat aux assurances, qui va s'assurer qu'on a une parfaite trilogie dans le contrat. Le régulateur qui va s'opérer de la supervision du contrat, la compagnie d'assurance qui va aller équiper et accompagner le souscripteur via son conseil, et les actifs vont être déposés auprès d'une banque dépositaire. C'est ce fameux triangle. En son centre, on a le souscripteur. Le point important, c'est de se dire que lorsqu'un souscripteur met en place une enveloppe, quel que soit le mode de gestion dont on parlera tout à l'heure, les actifs sont déposés au sein d'une banque dépositaire qui ne les met pas directement dans son bilan. On a ce qu'on appelle une ségrégation des actifs qui sont déposés par les compagnies d'assurance au sein des banques dépositaires, ce qui permet d'avoir une non-porosité si demain il y a un accident de la banque dépositaire qui se retrouve à avoir besoin de puiser dans son bilan pour des raisons de faillite ou de contraintes réglementaires. On n'y touche pas à ce qui est déposé à Luxembourg par les compagnies d'assurance. Au même titre que si demain une compagnie d'assurance venait à faire faillite, le régulateur viendrait en son rôle de superviseur récupérer les actifs qui sont déposés dans les contrats pour pouvoir les préserver de tout ce qu'on appelle d'un prélèvement ou d'une ponction qui pourrait être opérée pour des raisons de dette excessive qu'aurait cumulé la compagnie d'assurance. Donc ce triangle de sécurité, c'est vraiment ce mécanisme qui va assurer aux souscripteurs une protection des actifs déposés dans son contrat et des actifs déposés et investis. Il y a souvent un mythe qui dit « je vais à Luxembourg, j'investis 100, je récupère 100 ». Ce qu'on récupère et ce qu'on redistribue aux souscripteurs, c'est la quote-part de ces investissements, les unités de compte qui sont dans le contrat à leur valeur de marché. J'ai investi 100, j'ai 50 qui sont restés en liquidité, 50 qui sont investis, qui sont devenus 40, je vais avoir la garantie de récupérer mes 40. Donc là, cette protection, elle est quand même à nuancer de certains égards, à savoir, ce sont les actifs investis, les liquidités ne sont pas garanties et ça peut prendre du temps à être mis en place. Il y a eu beaucoup de papiers sur une faillite à Luxembourg d'un assureur qui s'appelle FWU. Beaucoup de choses ont été dites. Peu étaient réellement applicables, mais ça prend du temps, c'est complexe. Mais réellement, pour moi, c'est le meilleur exemple de prouver que ça fonctionne. C'est long à mettre en place, on est à Luxembourg, mais on n'aura pas cette garantie comme on peut avoir sur un contrat français qui est limité à hauteur de 70 000 € et qui est une garantie de l'État. Et tout ce qu'on a au-delà, on a très peu de chances de vous le voir récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur cet assureur qui a fait faillite? C'est un assureur qui était de manière très transparente, qui s'appelle FWU, qui était sous supervision, qui avait déjà eu plusieurs fois le régulateur qui était venu et qui avait demandé de recapitaliser. Il y avait des problèmes de liquidité, il y avait des problèmes de provision dans la structure. Et puis au bout d'un moment, le régulateur a décidé de stopper l'hémorragie et a placé cet assureur sous liquidation. Donc c'est vraiment une décision du régulateur qui avait été observateur, qui avait été protecteur, qui avait été conseil. Il n'y a pas eu la possibilité de la part de l'actionnaire, qui était une famille, de recapitaliser la structure. Et donc, il a été décidé par le régulateur de mettre cette compagnie ce qu'ils appellent dans le langage luxembourgeois en run-off, c'est-à-dire qu'elle est devenue uniquement dormante. Ok. Et donc là, grâce à ce triangle de sécurité, en fait, tous les épargnants qui avaient placé de l'argent sur leur contrat d'assurance vie auprès de cette assurance ne vont pas être lésés et vont récupérer ce que tu expliquais. Donc. Ouais, c'est en cours, on est au tout début de la mise en place de cette opération en fait, dans lequel le régulateur est en train d'arrêter les comptes, de regarder, d'auditer, de valoriser, parce qu'il est aussi extrêmement important de s'assurer que la valorisation des actifs qui étaient proposés était bien une valorisation réelle. Et encore une fois, je pense que le point le plus important ici, c'est de bien expliquer qu'on va restituer aux souscripteurs les actifs. J'ai une action totale, on va me rendre une action totale. J'ai un OPCVM, on va me rendre cette part d'OPCVM. Donc à la valorisation de marché, mais oui, on a une
restitution des actifs déposés dans les livres de la banque dépositaire, supervisés par la compagnie d'assurance à leur valeur de marché. Ok, donc ça c'était le triangle de sécurité. Peut-être tu peux expliquer aussi le super privilège luxembourgeois. Le super privilège, finalement, il est intrinsèquement lié à ce mécanisme, c'est-à-dire que le créancier de premier rang de l'assureur, c'est bien, et de la banque dépositaire en l'occurrence, c'est la compagnie d'assurance ou le souscripteur qui a un droit principal avant tous les autres créanciers de la banque et ou de la compagnie d'assurance pour venir récupérer ces actifs. Alors, il peut toujours y avoir un petit frottement au niveau des frais ou une fiscalité à percevoir si jamais il y a de la plus-value, mais c'est bien lui qui va être le premier servi, alors qu'on peut avoir dans une faillite plus classique d'abord l'État, les impôts, etc. Alors que là, le créancier de premier rang, ça reste le détenteur du contrat. Ok, donc ça c'était le deuxième pilier, ça veut dire ? Ouais. Et le troisième pilier alors ? Pour moi, alors, le troisième pilier, c'est celui qui est le plus important et c'est celui qui a fait que le contrat d'assurance vie luxembourgeois est aujourd'hui un univers d'investissement qui est privilégié par les conseillers en gestion de patrimoine, par les family office. C'est la flexibilité du contrat. On est dans une offre qui est totalement modulable, qui est totalement adaptable et dans lequel le champ des possibles est quasiment illimité. Alors, on ne peut pas tout mettre dans un contrat d'assurance vie. Si tu veux, on parlera un petit peu plus tout à l'heure des différentes classes d'actifs. Mais aujourd'hui, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est une page blanche qui permet d'aller distribuer des environnements de gestion sur la gestion discrétionnaire, sur la gestion conseillée au travers du FAS. Mais c'est bien cette flexibilité de pouvoir utiliser des produits structurés, des actifs non cotés, des actions ou des obligations dans des mandats de gestion, d'aller utiliser du dépôt à terme, d'aller utiliser des OPCVM, des ETF. Et on ne se retrouve pas dans un environnement qui est cantonné, qui est décidé finalement par l'assureur, qui va être un menu imposé. Là, on est vraiment dans un menu carte blanche, si on peut faire un peu un parallélisme à ce qu'on trouve dans la gastronomie, où le souscripteur va pouvoir, avec son conseiller, construire le contrat qui lui correspond en fonction de son âge, de ses besoins, de ses liquidités, de son placement. Et cette flexibilité d'investissement, avec une possibilité de monter dans des niveaux qui sont beaucoup plus importants sur les actifs de private equity qu'on voit de plus en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui dans un contrat d'assurance vie français. C'est vraiment un produit qui est unique en son genre en ce sens. Pour un contrat d'assurance vie français, en général, on a une liste des unités de compte sur lesquelles on peut investir. Donc les différents placements, souvent il y en a une centaine, on va dire, 150, 200, peut-être 500 max. Là, donc sur le contrat luxembourgeois, on peut choisir ce qu'on veut. Donc typiquement, au niveau des ETF, quel ETF on peut mettre sur l'assurance vie luxembourgeois ? On peut mettre tous les ETF du monde ? Sur les ETF, aujourd'hui, souvent on me pose la question, est-ce que tu peux me donner la liste des ETF qui sont disponibles ? Alors, si on segmente le contrat en 3 compartiments, dans le cadre d'un FID, on a un fonds interne dédié, c'est le gérant avec une solution de gestion discrétionnaire qui va choisir, en fonction du profil de risque et de la stratégie d'investissement, les investissements qui vont être réalisés. Là, ni toi, ni le souscripteur ne peut avoir la main pour décider des lignes qu'il va retrouver dans son portefeuille. Dans le deuxième silo, on va avoir ce qu'on appelle les fonds externes, ce dont tu parlais tout à l'heure dans un contrat classique, dans un contrat français. Ça n'existe quasiment pas à Luxembourg. Ça n'a pas vocation à être développé parce qu'on considère que la valeur ajoutée aujourd'hui d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'aller sélectionner les meilleurs produits. Est arrivé ce qu'on appelle le fonds d'assurance spécialisé, qui est le fameux FAS, qui est finalement, lorsque tu vas accompagner ton client, le conseiller, une enveloppe, une sous-enveloppe qui va te permettre de ne pas avoir de catalogue de produits qui a été pré-référencé par la compagnie d'assurance. Donc souvent on me demande, mais Pierre-X, est-ce que tu peux m'envoyer la liste ? Je dis, mais en fait, je n'ai pas de liste. Il y a la classification du commissariat d'assurance avec les produits auxquels le souscripteur a droit. Il y a les produits auxquels il ne peut pas avoir accès parce que c'est des produits qui ne sont pas distribués en Europe. Mais pour le reste, si je dois demander un extrait des banques dépositaires, des listes des OPCVM et ETF qui sont accessibles dans le contrat, je pense qu'ils vont m'envoyer un fichier Excel avec 85 000 lignes. On peut vraiment tout mettre. Et dans l'univers des ETF, où on a des produits sectoriels, indiciels, thématiques, qui vont refléter parfois également de l'or, des cryptos. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire en ETF. Et en fonction du contrat, la souplesse de l'assureur, on va pouvoir avoir accès à quasiment tous ces produits de manière extrêmement réactive, parce que comme il n'y a pas de référencement, lorsqu'on veut traiter un produit, ça reste un code ISIN qui est finalement l'étiquette financière du produit qui peut être traité sur le marché quasi immédiatement, le temps de pouvoir créer la valeur finalement dans l'environnement et dans l'architecture informatique. Je crois qu'en Europe, il y a à peu près 2600 ETF UCITS, donc avec la réglementation européenne. Donc globalement, on peut s'attendre, s'il faut envoyer une liste, on peut lui dire, bon, mais regarde déjà ça et puis choisis ce que tu veux. Voilà, et je pense qu'on va avoir un oui sur les 2600 lignes parce que, la notion que tu as utilisée de ce fameux ETF dit UCITS, ça reste un OPCVM coordonné, et cet OPCVM coordonné, il sera de facto accessible, comme quasiment lorsqu'un fonds a plusieurs types de parts, en fonction de sa devise.
fonction de son niveau de chargement, en fonction de son niveau de couverture de risque, et ben, toutes ces parts-là, elles seront aussi éligibles dans les contrats. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des contrats luxembourgeois parce que parfois, elles peuvent avoir peur de ce qui va se passer politiquement ou des fois, les plus catastrophistes vont se dire qu'on va pouvoir ponctionner sur leur épargne. Et donc, en allant au Luxembourg, on a une plus grande sécurité, peut-être la meilleure sécurité d'ailleurs en Europe côté placement. Il y a une loi aussi en France qui s'appelle la loi Sapin 2 qui peut, en cas de crise, permettre aux assureurs de bloquer finalement les retraits pendant 3 mois, il me semble, et on peut proroger 3 mois de plus et peut-être un peu plus même. Donc c'est juste temporaire, mais effectivement, il y a toutes ces craintes-là qui font que certains vont aller sur le contrat luxembourgeois. Donc la loi Sapin 2, évidemment, n'existe pas au Luxembourg. Ça, c'est la première chose. Alors, je pense qu'il faut nuancer le point. La loi Sapin 2, elle vise essentiellement à aller bloquer les rachats sur les fonds euros. Alors, les fonds euros, c'est des très bons produits. Les contrats d'assurance vie français fonctionnent extrêmement bien. Quand on veut faire du fonds euro, qu'on veut faire de la SCI ou de la SCPI, tout ça, on ne peut pas le faire sur les SCI et les SCPI à Luxembourg. Rares sont les fonds euros qui ne sont pas distribués par des compagnies d'assurance vie luxembourgeoises, qui sont des fonds euros luxembourgeois réassurés sur le fonds euro français. Donc, 2 impacts. Premier impact, c'est qu'il y a un coût sur cette réassurance, donc le taux qui va être servi va être moins bon que pour son équivalent qu'on va retrouver dans un contrat français. Et deuxième point, c'est que si finalement, vu que c'est un fonds euro luxembourgeois réassuré sur le fonds euro français, la loi Sapin 2 s'applique, et ben là, par effet de contagion, eh bien, si l'actif général français est bloqué, l'actif général luxembourgeois qui est rassuré sur cet actif deviendrait aussi, lui, bloqué. Donc oui, la loi Sapin 2, en fait, elle peut avoir une répercussion directe, surtout sur les assureurs qui vont avoir des fonds euros luxembourgeois qui vont finalement ne pas être des réels fonds euros luxembourgeois. C'est intéressant de toujours faire avec l'analogie du contrat assurance vie française qui est finalement assez connu du grand public et de nos auditeurs, je pense. Quelque chose qu'il faut qu'on parle, c'est aussi le ticket d'entrée. Donc, quel est le ticket d'entrée pour ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois ? C'est un bon point. On est sur un produit qui est plus sophistiqué. Qui dit plus sophistiqué dit un produit plus haut de gamme dont les tickets sont plus importants. On en parlait tout à l'heure. Le contrat d'assurance vie français, il fonctionne très bien pour répondre à des besoins qui sont des besoins spécifiques du fonds euro, de la SCPI ou des tickets qui vont être moins importants. Aller à Luxembourg, il ne faut pas se cacher. Le processus de souscription, tu le disais tout à l'heure, dans un contrat français, je vais avoir 100 au PCVM et je vais cocher la case de mon allocation d'actifs. Ça va être simple. À Luxembourg, on va partir sur une page blanche pour construire l'allocation d'actifs. Donc déjà, on a un travail qui va être plus profond, qui va être plus long pour construire la sélection, mais le bulletin de souscription, il va être aussi plus long. Alors on est digitalisé, c'est $1 pour le client parce que finalement, il va faire autant de clics qu'il l'aurait fait, mais finalement, sur la construction et la mise en place, c'est un produit qui va être plus long à mettre en place. Le fameux KYC qu'on a à Luxembourg, c'est-à-dire le questionnaire client, il va être différent de celui sur un contrat français. Et si on met bout à bout, en fait, ce niveau d'exigence, de sophistication, de besoin du contrat luxembourgeois, on se rend compte qu'on va adresser des clients qui sont des clients plus sophistiqués, plus haut de gamme, avec des patrimoines plus importants. Et très souvent, on se retrouve avec des tickets minimums sur le contrat, assurance vie ou contrat de capitalisation, qui sont à 250 000 euros. Par nature, si on regarde les contraintes sur un feed et très souvent sur un face, le minimum d'investissement sur ces unités de compte, c'est 125 000 euros. Donc naturellement, on a déjà une première barrière à l'entrée qui est 125 000 euros. On aurait un environnement en unité de compte, on aurait probablement un ticket qui serait moins important. Donc 250 000 euros pour un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation, ça devient déjà relativement important. Et le point important que tu signalais tout à l'heure, les contrats français, ils fonctionnent très bien. Et ils fonctionnent aussi très bien lorsqu'on peut aller chercher autre chose. Moi, j'aime souvent dire que finalement, qui va créer de la valeur, le fameux alpha en fait qu'on va aller chercher sur les marchés, il faut aller le chercher dans un contrat luxembourgeois parce qu'on va pouvoir aller sortir des sentiers battus des investissements classiques, traditionnels, vanille comme on dit dans le jargon des investissements. Et tout ce qu'on peut pas faire dans un contrat français, on peut souvent le faire dans le contrat luxembourgeois. Et ces actifs-là, c'est souvent des actifs qui sont réservés à des clients plus sophistiqués, plus haut de gamme, parce que lorsqu'on a 100 000 euros d'épargne, déjà c'est compliqué d'aller chercher une identification, et si on peut même pas faire de feed, c'est compliqué de faire un face. Donc là, au contrat français, il répond très bien aux problématiques et aux exigences des clients qui ont des patrimoines ou des besoins en assurance vie qui sont moins conséquents. Très clair, donc ticket d'entrée de 250 000 euros, effectivement, c'est pas pour tout le monde. Tu parlais aussi du contrat de capitalisation luxembourgeois, c'est important de rappeler aussi que s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ça peut être détenu donc, au sein d'une société grâce à ce contrat luxe. Maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant de discuter, c'est les frais. Donc, quels sont les frais, peut-être aussi par rapport à sa version française, quels sont les frais donc, du contrat luxembourgeois ? C'est un très bon point parce que quand j'ai commencé dans cette industrie,
L'image du contrat luxembourgeois, c'est que c'était cher, c'était complexe, et que si j'avais pas 5 millions d'euros à mettre dans mon contrat, c'était même pas la peine, il n'y avait aucun assureur qui allait me regarder. En fait, finalement, on s'est rendu compte que le contrat luxembourgeois, il n'est pas plus cher qu'un contrat français. Parce qu'il y a une totale transparence des frais et parce qu'il y a une totale modularité des frais. Aujourd'hui, les partenaires avec lesquels on travaille sont des partenaires qui vont aller chercher l'optimisation des coûts et des solutions d'investissement pour leur compte de leurs clients. Les banques dépositaires, aujourd'hui, à Luxembourg, ils peuvent commencer à regarder des dossiers avec des frais de dépôt qui sont à 0,05%. Prenons l'exemple d'un contrat à 250 000 euros. L'incompressible de la compagnie d'assurance, elle est à 0,5. On rajoute 0,05 de frais de dépôt, on est à 0,55. Souvent, un contrat français, il va tourner autour de 1%. Eh ben, on est capable de faire des contrats à 250 000 euros à partir de 1% de frais de gestion. Donc, le mythe du contrat cher, je pense qu'il est aussi lié au tribut du passé, où on avait des offres qui étaient haut de gamme, avec des clients qui étaient moins matures, qui étaient surtout moins accompagnés. Depuis 2019-2020, l'essentiel des distributeurs pour le marché français, sur l'entité sur laquelle on travaille sur Paris, ce sont des distributeurs indépendants, des conseillers en gestion de patrimoine, des family office qui sont extrêmement attentifs au niveau des frais qui vont être facturés à leurs clients, qui sans cesse challenge et s'assurent que le moindre euro est optimisé dans le contrat. Donc le mythe du contrat luxembourgeois qui est cher, il est cher si on est mal accompagné, mal conseillé et qu'on essaye d'aller le faire, de le surfacturer. Mais en tant que tel, nous on voit des niveaux de chargement qui sont parfois même inférieurs au contrat d'assurance vie français. Et plus on monte en montant, plus on a une dégressivité des frais, plus on arrive sur des tarifications qui peuvent être très agressives. Ça peut aller jusqu'à combien du coup au minimum? Je ne sais pas à combien. Alors, ça va vraiment dépendre de la taille du contrat, mais si on doit donner un chiffre sur un cédant qui va vendre son entreprise, qui a très bien fonctionné, qui va se retrouver avec des liquidités conséquentes et qui va faire un contrat à, 12 millions d'euros, l'incompressible de la compagnie d'assurance, ça va être 0,20. Donc, si encore une fois, on rajoute des frais de banque dépositaire à 0,05, 0,10, on a 0,30. Donc, avec les frais de distribution, on arrive sur des contrats qui sont eu égard le niveau de chargement des produits qui vont être mis à l'intérieur. Tu parlais de TF tout à l'heure. Si on parle de TF, on est sur un niveau de frais qui est quasiment nul en fait. Donc c'est des produits qui fonctionnent très très bien et nous on voit un fort appétit sur cette classe d'actifs également pour pouvoir aller optimiser la structure de frais. Je profite de cette vidéo pour vous parler de Saint-Mastir Conseil, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé avec mes 2 associés, dans lequel on accompagne des chefs d'entreprise, des particuliers, pour optimiser leur patrimoine de A à Z et piloter leur investissement. Et donc, on leur donne accès aux meilleures solutions d'investissement, notamment des contrats luxembourgeois avec nos partenaires privilégiés comme Utmost. On l'a vu, l'assurance vie luxembourgeoise n'est pas faite pour tout le monde. Et donc, on est là aussi pour s'assurer que c'est la bonne décision et donc pour vous accompagner à 360 degrés. Si vous souhaitez découvrir Saint-Mastir Conseil, découvrir notre accompagnement, vous pouvez cliquer, c'est le premier lien en description. Un produit qui gagne aussi beaucoup d'intérêt, c'est le crédit lombard. Alors, on pourrait faire tout un sujet aussi sur le crédit lombard qui peut être un sujet très complexe, mais effectivement, comme le contrat luxembourgeois est luxembourgeois et que les luxembourgeois sont quand même des très bons financiers, ils sont connus pour ça, on a ce crédit lombard qui est possible. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne et comment ça fonctionne dans une assurance vie luxe? Alors, tout à l'heure, on parlait du contrat qui est un contrat plus haut de gamme, plus sophistiqué, qui s'adresse à des clientèles plus high net ou ultra high net, encore une fois, dans le vocabulaire et dans le jargon des banquiers. Le crédit lombard, il est aujourd'hui devenu moins utilisé pour 2 raisons, même s'il présente encore énormément d'intérêt. La première raison, c'est que le ticket d'entrée pour pouvoir aller chercher un financement lombard, c'est d'avoir un contrat et une police qui fait à minima 1 million d'euros. On arrive déjà sur des tickets qui sont relativement conséquents. La deuxième raison, c'est qu'on a eu des taux qui sont montés de manière significative. On est sur des taux variables. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu moins d'intérêt. On peut aller chercher des bonnes solutions. Quand on enlève ces deux freins-là, le financement lombard, en fait, il fonctionne bien à partir du moment où il y a un bon partenariat entre la banque, le conseil et la compagnie d'assurance pour pouvoir aller utiliser l'enveloppe qui sera déposée au sein de la banque dépositaire, qui va regarder le portefeuille. En fonction de la constitution du portefeuille, il va donner ce qu'on appelle une valeur gage. J'ai un OPCVM obligataire, la banque va pouvoir prêter l'équivalent de ce qui est mis dans le contrat entre 70 et 80%. Si c'est un OPCVM action, on va pouvoir aller chercher entre 60 et 70%. Finalement, la banque dépositaire va aller lire le portefeuille, va se dire que sur ce portefeuille, on prend l'exemple de 1 million d'euros, l'équivalent qui peut être financé à hauteur de 600 ou 700 000 euros, et ensuite dégager un financement pour pouvoir l'octroyer aux souscripteurs de la police. La compagnie d'assurance
l'assurance va intervenir en dernier rang uniquement pour signer les actes de nantissement. Donc c'est une offre qui est relativement flexible pour des clients qui disposeraient de capitaux, qui auraient un bon investissement pour aller chercher des rendements qui pourraient couvrir également les taux d'intérêt qui seraient servis par la banque dépositaire et avoir une opération quasiment neutre pour libérer des liquidités sur d'autres projets d'investissement, de réallocation sur d'autres classes d'actifs ou des projets divers de réinvestissement dans une entreprise ou autre. C'est ça, donc j'ai 100. On me prête 60 en mettant ces 100 en collatéral finalement. Exactement. Et ces 60, donc je peux les investir où je veux, c'est un crédit non affecté? Alors c'est un crédit non affecté, la banque dépositaire sera quand même relativement attentive sur l'utilisation. Alors j'enlève tous les aspects de blanchiment d'argent et d'utilisation pour des capitaux frauduleux, mais elle va quand même regarder deux éléments. C'est elle va poser la question sur comment il va être utilisé, donc ça va être une question qui va être posée. Et le deuxième point, c'est qu'elle va s'assurer également de la solvabilité globale du client. Un client qui arrive avec un contrat et qui a mis toute son épargne, qui a rien à côté, qui a plus de revenus, il y a quand même des échéances à rembourser, des intérêts qui courent. Elle va quand même regarder le profilage du client. Donc on n'est pas sur une enveloppe où on arrive, on regarde le contrat, on donne un taux et 2 semaines plus tard, on a le crédit. Non, il va y avoir une analyse qui va être poussée quand même parce que derrière, c'est une opération bancaire. C'est ça, c'est un crédit, c'est un effet de levier, on fait attention, il faut le rembourser. Évidemment, l'intérêt, on le comprend, c'est qu'on a investissant, on a 60, nos 100 continuent de fructifier dans notre contrat. Effectivement, si ça varie à la baisse, attention, il peut y avoir potentiellement des appels de marge, etc. Exactement. L'intérêt aussi du crédit Lombard, et après on va passer à d'autres sujets, mais c'est que c'est un crédit qui se rembourse in fine. Ouais. Donc on ne paye que les intérêts, on paye le capital à la fin. Et aussi, si tout se passe bien, on peut faire rouler ce crédit. Et donc, imaginons qu'on ait mis une maturité de 5 ans. Au bout de 5 ans, on se dit, bon, on le renouvelle 5 ans de plus et finalement, on peut toujours avoir donc, ces 100 qui travaillent et ces 60 qu'on fait travailler ailleurs. Exactement, la maturité que tu as annoncée, 5 ans, c'est aujourd'hui le cahier des charges qui est donné par la plupart des banques. C'est vraiment ça. Très clair donc, pour le crédit Lombard. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve peu, voire pas du tout sur l'assurance vie française. Même si on peut nantir, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué en France. Quel est l'actif le plus fou que tu aurais vu passer sur un contrat luxembourgeois? On a encore des demandes de clients qui arrivent avec des collections d'œuvres d'art, avec des collections de vins, de montres, de voitures et qui nous disent comment je peux la loger. On ne peut pas loger aujourd'hui ces typologies. On a besoin d'avoir... On pouvait avant. On a eu comme on dit, à Luxembourg. Et aujourd'hui, la règle de base, c'est que chaque actif doit être titrisé. On ne peut pas mettre un actif en direct. Donc, première règle, donc, il faut une titrisation. Sur une œuvre d'art, sur une collection de voitures, il faudrait qu'elle soit déposée dans un port franc. Il faudrait qu'on ait une obligation traçante. On est sur des produits qui sont extrêmement complexes. Finalement, on ne les voit pas. Quand on a une voiture ou quand on a une œuvre d'art, on préfère l'avoir dans son salon ou dans son garage que dans un port franc à Genève et pas pouvoir en profiter. Donc, finalement, on n'a plus ces produits qui étaient des produits extrêmement atypiques. Il ne peut pas y avoir d'immixtion du souscripteur. Donc, on entend souvent parler du client qui veut mettre sa résidence principale. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y habite, il y a une immixtion du souscripteur. Des titres de sa propre société, c'est devenu impossible à Luxembourg. J'avais justement une autre question, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre? Donc, du coup, tu as un petit peu répondu à cette question. Et on avait aussi parlé du fonds euro qui était un peu compliqué et des CPI qui étaient un petit peu compliqués. Est-ce que tu as d'autres choses qu'on ne peut pas mettre dans la crypto en direct, typiquement via des ETP, des ETF. Et encore une fois, on est extrêmement prudent lorsqu'on a un ETF crypto qui nous est proposé. On s'assure et on descend. On a des équipes d'analyse qui sont là pour regarder toute la documentation des véhicules parce qu'on s'est retrouvé que certains véhicules, dans le cas d'une crypto qui pouvait avoir un détachement dans une monnaie, un split de monnaie, comme ils disent sur une crypto-monnaie, que l'ETF ne souhaitait pas avoir dans son portefeuille et donnait et rendait à son souscripteur. Dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, le détenteur final de l'actif, c'est la compagnie. Et on pouvait se retrouver avec un ETF et finalement d'avoir une nouvelle crypto qui était créée en nous disant tiens, compagnie, détiens-la dans le contrat. Donc on est extrêmement attentif sur les ETS, qu'on est vraiment sur un produit de réplication, même si on n'est pas sur de la réplication active ou synthétique, mais qu'on n'ait pas ce fameux risque de se devoir retrouver à avoir une crypto-monnaie en direct parce que ça, le régulateur ne veut pas. Certaines options de couverture sont réservées à des clients plus complexes, mais dès lors qu'on est sur des produits de réplication, même sur des produits plus complexes qui s'adressent à des clients plus sophistiqués avec des patrimoines très importants qui veulent investir dans des produits dits or, matières premières, pétrole, on peut le faire, mais ça ne s'adresse pas à tous les clients non plus. Et juste sur la crypto, donc quand même un ETP classique Bitcoin,
Bon, ça, du coup, j'imagine là, il n'y a aucun souci. Oui, on en a aujourd'hui en portefeuille. Alors, systématiquement, on demande le produit, son règlement, le prospectus. Et avant d'accepter un produit, on a le même travail d'analyse préalable qu'on a sur un produit d'actifs non traditionnels. Où et ça, je pense que c'est la force des compagnies luxembourgeoises, c'est d'avoir des équipes d'analystes qui vont pas s'assurer ou dire il faut ou pas investir dans du Bitcoin, il faut ou pas investir dans telle typologie d'actifs, et qui vont avoir un regard très réglementaire, organisation, et de se dire ce produit, je peux ou je ne peux pas l'accepter parce qu'il y a un risque trop important. Donc il y a cette notion de risque, elle plane au-dessus de toutes les équipes à Luxembourg, et c'est une notion qui est extrêmement importante. On a parlé de la fiscalité qui était du coup transparente et dépendante en fait du souscripteur et de sa résidence fiscale. Ça va être anecdotique, je pense, mais concernant la transmission du contrat, ça sera la même chose, j'imagine? Exactement. En fait, ce qu'on va regarder, et parfois on a cette notion, je parlais tout à l'heure de l'étude du BTV qui disait 25% des grandes fortunes françaises vont déménager, mais parfois en fait le sujet il n'est pas au niveau du souscripteur. Il est au niveau des bénéficiaires du contrat. Et aller demander à un assureur qui n'a pas cette notion internationale de se dire qu'aujourd'hui, monsieur et madame X habitaient en France, mais que leur fils est aujourd'hui avocat en Angleterre, que leur fille est trader à Singapour, qu'ils ont un enfant qui est en Afrique du Sud, et d'organiser une transmission à l'international avec 3 notaires dans 3 langues différentes. Il vaut mieux être bien armé, soit très patient, soit être à Luxembourg et se dire que finalement, on travaille avec des réseaux de cabinets d'avocats, on a des personnes qui sont multilingues, et cette émulation et cette capacité de pouvoir adresser non seulement la problématique du souscripteur, mais comme tu le disais, des bénéficiaires, c'est extrêmement important de se dire que on sera capable de le faire et de le faire au moment du dénouement du contrat, parce que c'est bien de le faire au moment de la souscription, mais ce qui est important pour une personne qui met le travail de sa vie dans une partie du travail de sa vie dans son contrat, c'est de s'assurer qu'au moment où il y a le dénouement, ça se passe bien pour ses bénéficiaires. Très clair. Alors, on a parlé pas mal des avantages, de la sécurité du contrat luxembourgeois. On a finalement déjà un petit peu parlé des inconvénients. On a vu un fonds euro, SCPI, on a vu le ticket d'entrée tout de même à 6 chiffres. Il y a un autre inconvénient, je trouve, et je préfère qu'on explique ça aussi à ceux qui potentiellement voudront ouvrir un contrat à la suite de cette vidéo, mais la souscription est un peu plus complexe, la gestion est moins digitalisée, on va dire. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche pour quelqu'un qui souscrit et quelqu'un qui veut ensuite gérer son contrat? Ouais, c'est un bon point. Le contrat luxembourgeois, alors c'est moins douloureux lorsqu'on le fait en digital, et le digital il prend de plus en plus de puissance à Luxembourg. On a mis notre plateforme de souscription en 2019, donc sur un parcours digitalisé, la souscription elle est plus souple. Mais un contrat luxembourgeois, si on l'imprime, si on sort le document, ça fait 70 pages. Ça fait 70 pages, il y a une dizaine de signatures. Si on est sur un FAS, il y a des procurations à mettre en place. Le questionnaire connaissance client, c'est pas juste d'où vient l'argent, c'est le rachat d'un contrat. On va essayer de profiler le client, comment il a gagné son argent. Est-ce que je peux avoir une documentation qui va venir corroborer le patrimoine, comment il a été constitué? Donc oui, tu as tout à fait raison. Après, ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi sur les contrats français finalement. Mais ça va peut-être plus loin. Voilà, on est sur un degré de vigilance où le régulateur demande à chaque compagnie d'avoir des équipes de conformité qui va regarder et ouvrir beaucoup plus. C'est-à-dire que quand on va ouvrir une première boîte, on est un peu comme sur des poupées russes, on va vraiment aller jusqu'à la dernière et avoir tout compris et tout documenté. Donc effectivement, le processus de mise en place, il peut paraître plus complexe, et c'est pour ça que je pense que le produit, comme tu le disais, c'est un produit qui s'adresse à des clients plus fortunés, parce que faire tout ce travail-là pour finalement gérer 80 000 euros sur 5 OPCVM, ça fait pas forcément du sens. Donc on va vraiment aller l'utiliser pour traiter des clients qui vont avoir des besoins plus spécifiques et sur lesquels le parcours et la mise en place va pouvoir être va souvent être un petit peu plus long que sur un contrat français où je remplis 6 pages, je signe, 48 heures plus tard j'ai mon prélèvement, voire parfois j'ai une compagnie qui accepte de ne pas appliquer le délai Scrivener des 30 jours du délai de rétractation, et entre le moment où j'ai signé et le moment où je suis investi, il s'est passé 8 jours à Luxembourg. Il y a des banques qui nous les ouvrent en 48 heures, et puis il y a des banques chez qui ça peut prendre un petit peu plus de temps. Tu as déjà un petit peu dit pour qui c'est pas vraiment pertinent de faire un contrat luxembourgeois, notamment effectivement des personnes qui souhaitent en fait un contrat relativement simple, ou des personnes qui ont 80 000 euros, en tout cas moins de 250 000 euros à investir. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui font que le contrat luxembourgeois ou d'autres typologies de clients qui ne devraient pas aller sur un contrat luxembourgeois? Je pense que le client qui n'est pas accompagné, qui veut souscrire un contrat
tout seul via une plateforme, je pense pas que ce soit la meilleure idée parce que le conseil il est de rigueur, le contrat il est tellement puissant et tellement souple que finalement il faut être accompagné pour la sélection des actifs qu'on va venir mettre à l'intérieur. Le client qui finalement se dit je vais mettre l'intégralité de mon épargne sur 2 ETF, il a intérêt à être bien conseillé ou pour réfléchir si c'est vraiment son intérêt. Je pense que la notion c'est le contrat luxembourgeois ne fait du sens que s'il est bien proposé, bien accompagné et répond vraiment aux besoins. Et ça, l'avantage de travailler dans ce qu'on appelle une relation où nous, on n'a pas de clients en direct, on travaille qu'avec des conseillers, on n'a pas de contrats qui sont mal vendus ou mal accompagnés, ils répondent toujours à un ou plusieurs besoins qui sont des besoins spécifiques. L'intérêt numéro 1 qu'il faut privilégier, c'est cette diversification des actifs et c'est vraiment l'argument qui fait que le contrat aujourd'hui, il a pris sa place qu'il a aujourd'hui sur le marché français. Et quelle erreur fréquente tu vois peut-être de la part de personnes de souscripteurs de contrats luxembourgeois? Est-ce que tu as des erreurs qui arrivent souvent? Alors, les principales erreurs? Où je dirais là, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la classification des souscripteurs A, B, C ou D de manière très synthétique. Un client qui a une fortune inférieure à 1 250 000 euros, surface patrimoniale, financière, totale, compte courant, actif qu'il va détenir dans des contrats d'assurance vie, capitalisation, part de SCI, part de SCPI, part de société. Donc, on va accumuler tout ça et le client, il va arriver à 1 250 000. S'il a 1 250 000 de patrimoine global, pas chez l'assureur, mais consolidé à l'extérieur, il va être classé C. À partir du moment où on est classé C, on peut faire du produit structuré et des actifs non cotés. Souvent, ou trop souvent encore, des clients qui ont des patrimoines qui sont déjà conséquents, mais inférieurs à ces 1 250 000 se retrouvent à être investis ou demandent un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et après, ils disent, moi, je vais faire un produit structuré. Moi, j'aime bien ce produit de dette privée ou cet actif non coté. C'est à ce moment-là qu'on leur dit... Mais en fait, non, tu as 900 000 euros. Non, moi, j'ai pas 900 000 euros, j'ai 10 millions d'euros de patrimoine parce qu'à côté, j'ai énormément d'immobilier détenu en direct. Ça rentre pas dans cette formule de calcul du patrimoine financier. Et on se retrouve face à un client qui a ouvert un contrat pour faire du produit structuré ou des actifs non cotés, sans que finalement, il y ait eu cette alerte qui a été faite au moment de la souscription. En tout cas, on ne connaît pas l'allocation, parce qu'au moment où on fait un contrat, nous, on récupère un client et du cash. Et vraiment, c'est important pour le conseil ou le client de se dire quels sont les produits dans lesquels je veux investir. Finalement, j'ai 800 000 euros de patrimoine, je vais faire que des produits structurés. Et bien, vaut mieux aller dans un contrat français. Certes, on aura un environnement qui sera plus contraint, plus restreint dans l'univers d'investissement, mais au moins, on ne sera pas bloqué au moment. Et c'est pas l'assureur qui refuse, c'est le régulateur qui nous impose de faire ce contrôle. Et si un jour, par erreur, le client venait à faire cet investissement dans son contrat, le régulateur nous demanderait de solder la position. Alors, sur un produit structuré, ça peut être un peu risqué quand on est sur un actif non coté avec une courbe en J sur lequel il serait investi et de devoir céder un actif au moment où la maturité n'est pas du tout appropriée. Alors, il y a plusieurs contrats possibles, évidemment, qu'on peut ouvrir au Luxembourg. Pour quelqu'un qui veut souscrire à un contrat, quels critères, selon toi, il faudrait qu'il regarde? Je prêche pour ma paroisse, mais je me dis, quitte à aller à Luxembourg, autant réellement aller à Luxembourg. Prendre un pur player luxembourgeois, se détacher totalement de la France et choisir un vrai acteur qui sera un vrai acteur luxembourgeois. Le deuxième choix, c'est de se dire que si on est capable et on a envie d'utiliser le contrat pour la flexibilité des actifs, choisir un assureur qui ne va pas avoir privilégié le fait d'avoir un contrat assimilé français avec beaucoup d'unités de compte disponibles, mais chercher un assureur qui va vraiment dire que le FAS proposé par un conseil va lui permettre d'investir dans tous les produits. Le troisième, c'est de se dire qu'il faut aussi aller chercher un assureur qui est déjà digitalisé. Tu en parlais tout à l'heure, la digitalisation, la signature électronique. On a mis en place la plateforme de souscription en 2019. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Il faut que maintenant les transactions deviennent digitalisées. Donc il y a un réel besoin à cette digitalisation. Et puis 4, je pense qu'il faut aussi, quand ça nous arrive encore régulièrement de dire non à certains clients, certains contrats pour des raisons de produits, de clients, de besoins et à avoir un assureur qui n'est pas là uniquement pour faire de la collecte mais qui est là pour travailler main dans la main avec son distributeur et s'assurer que parfois c'est vraiment la bonne enveloppe. Moi je le vois sur des clients notamment internationaux ou sur lesquels il dit je vais à tout prix faire un contrat luxembourgeois, je suis résident dans tel pays et mon homologue sur le marché lui dit mais écoutez on va pas vous en vendre un parce que ce produit il correspond pas à vos besoins. Donc savoir dire non c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. C'est un peu les 4 critères qui pour moi sont fondamentaux. Je rajouterais évidemment regarder les frais quand même. Une fois tous ces critères, si on a 2
compagnie, on ne sait pas laquelle choisir, ou de contrat, on ne sait pas lequel choisir. Peut-être les frais, évidemment, sont un critère important. Alors, tu me disais tout à l'heure en off que tous les jours, tu apprenais quelque chose dans ce milieu. Est-ce que tu as peut-être une anecdote ou un fait marquant dans ta carrière qui pourrait intéresser, qui pourrait nous donner aussi peut-être un peu derrière les rideaux, des choses qu'on ne voit pas forcément sur ces contrats luxembourgeois? Dans les anecdotes, moi, je verrais la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est quels sont les actifs que je vais pouvoir mettre dans mon contrat. Encore aujourd'hui, en 2025, on a l'image à Luxembourg, c'est qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dans les contrats. Donc, on a encore des demandes qui sont extrêmement farfelues pour venir loger des actifs qui ne sont pas des actifs propres, on va dire, en termes de traçabilité. On a encore cette image du Luxembourg qui nous colle à la peau, de dire que quand on va à Luxembourg, on est un numéro de compte et on va pouvoir mettre n'importe quel capitaux et n'importe quel type de produit. On a encore ce type de demande et parfois, ça fait sourire sur la typologie des demandes qu'on peut avoir. Mais le Luxembourg aujourd'hui est un environnement réglementaire qui est régulé comme toutes les autres places financières européennes. Donc non, le Luxembourg, c'est pas une place grise et il faut faire la part des choses. Il y avait justement une question, c'était quel est le mythe le plus tenace sur l'assurance vie luxembourgeoise? C'est ça, je pense, j'imagine, ta réponse aussi. Alors, c'est ça, et ce que tu disais tout à l'heure, que tu as rajouté à ce que j'ai dit, c'est que c'est cher. L'assurance vie luxembourgeoise, en fait, c'est pas pour moi. L'assurance vie luxembourgeoise, c'est pour ces personnes qu'on voit à la télévision et qui sont dirigeants de sociétés multinationales et qui pèsent des centaines de millions d'euros. Non, aujourd'hui, le contrat luxembourgeois, il est accessible à partir de 250 000 euros. Oui, c'est de l'argent. On n'est pas sur un contrat classique, accessible en ligne, dans lequel on va pouvoir mettre 10 000 euros. Donc oui, on a un ticket d'entrée qui est plus élevé. Mais le mythe de « c'est pas pour moi, c'est opaque, c'est cher », nous, je pense qu'il est aujourd'hui gommé du vocabulaire et on a de plus en plus de souscriptions à 250, 300, 400 000 euros sur tous les types de professions libérales également qui ont généré un petit peu d'argent. Donc voilà, le mythe du contrat à 5 millions d'euros, c'est pas vrai. Ou alors, si vous avez que des clients à 5 millions d'euros, avec plaisir. Et est-ce que vous avez beaucoup de chefs de sociétés, je veux dire, qui souscrivent via le contrat de capitalisation? Moins que lorsque le taux moyen, le TME, était extrêmement faible parce qu'on avait un notion fiscal et qu'on avait un point d'entrée qui était très bas. Donc, on pouvait venir confronter de manière faciale le compte titre parce qu'on avait un argument qui était fiscal. Mais aujourd'hui, il y a deux raisons principales qui font que le contrat de capitalisation, il est intéressant. C'est que, étant donné qu'on n'est pas français et étant donné qu'on n'a pas de fonds euros, on a cette souplesse pour venir accepter les contrats et les souscriptions. Après, évidemment, analyse du cabis, du bilan et des statuts des sociétés, également des sociétés commerciales. Donc, lorsqu'on a un volant de trésorerie stable, on a cette souplesse-là à Luxembourg. Donc, on envoie. Et la deuxième raison, c'est qu'on a des sociétés qui, aujourd'hui, ont des investissements sur 5 produits structurés, qui ont 4 lignes de private equity. Et lorsque le comptable, à la fin de l'année, doit faire les déclarations fiscales et qui s'arrache les cheveux pour récupérer les informations, alors qu'il a un contrat de capitalisation, finalement, avec nous, l'assureur, on lui donne une attestation et qu'il a juste à la rentrée, il est assez content de pouvoir. Donc, la simplification est une raison et le fait de pouvoir adresser des personnes morales que les compagnies françaises n'adressent pas font que le contrat de capitalisation reste aussi plébiscite à Luxembourg. Effectivement, tu as raison de préciser, quand on a une société, un contrat de capitalisation français, ça peut être compliqué, on peut être refusé quand on est une société commerciale, il y a plusieurs règles. Et tu parlais du TME, aussi juste pour préciser, la fiscalité pour une société lorsqu'elle ouvre un contrat de capitalisation, ça dépend de ce fameux TME parce qu'il y aura une sorte d'avance d'impôt qui est dépendante du TME au jour de l'ouverture d'ailleurs. Au jour de l'ouverture, au jour de l'ouverture, et donc ça ne dépend pas des TME futurs, et donc c'est pour ça que si le TME est bien bas, si on est dans un creux, il peut y avoir beaucoup de sociétés qui ouvrent un contrat de capi. Ok, alors c'est la signature du podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Est-ce que tu as un secret que tu voudrais nous partager, peut-être le meilleur conseil, toujours à garder en tête lorsqu'on investit pour faire au mieux avec son argent? Tu as trop de followers pour que je te donne tous mes secrets. Alors si y en avait deux, le premier, c'est être bien accompagné. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises à la hâte, de manière individuelle, et que c'est toujours indispensable de pouvoir travailler main dans la main avec son conseil pour écouter ses solutions, lui en proposer, être challengé et s'assurer que la solution d'investissement qu'on va prendre, elle répond bien à nos besoins, qu'on a bien pris le niveau de risque, la durée et vraiment son besoin.
Et le deuxième, c'est, en tout cas c'est assez personnel, hein, c'est écouter sa femme. Parce que moi, parfois, si j'avais pris certaines décisions, je me serais fait tirer les oreilles à la maison. Donc je pense que c'est le conseil, il doit être tiers, mais il doit être également dans un environnement lorsque nos besoins évoluent, la structure familiale évolue, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes niveaux de risque à prendre, et que les décisions, elles doivent être prises conjointement. Donc moi, c'est quelque chose que je partage aussi énormément à la maison avant de faire quoi que ce soit. Génial. Merci beaucoup Pierre-Alix. Merci pour l'invitation. Au plaisir.